Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter le projet, en fait, qui a résulté en la mise en service d'une nouvelle méthode sur l'échantillonnage et l'analyse des fumées d'asphalte. Alors, mise en contexte, le procédé de pavage, brièvement, bon, tout le monde connaît le procédé de pavage. On a tous eu des contacts avec ça, pris dans le trafic à quelques reprises, une certaine odeur qui parvenait dans la voiture. Donc, oui, l'enrobé bitumineux, qui est constitué de bitume à 5 et d'une phase granulaire, le granulat, à 95 %. Donc, le bitume va vraiment servir de colle, si on fait, pour assurer l'adhésion entre les particules minérales qui va faire en sorte de produire une surface là, asphaltée. On va cibler la conférence aujourd'hui surtout sur le procédé d'enrobage à chaud. Donc, on parle des températures de mise en œuvre de l'asphalte proprement dite entre 130 et 170 degrés Celsius. Si on décrit un peu plus dans le détail le bitume, c'est un liquide très, très visqueux, quasi solide à température pièce. On l'utilise parce qu'il y a des propriétés structurelles très intéressantes. Au niveau de la composition chimique, sans entrer dans le détail, on a des hydrocarbures aliphatiques, des alcanes cycliques, des hydrocarbures aromatiques, éventuellement polycycliques, c'est-à-dire HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, et aussi d'autres composés, là, on parle d'hétérocycliques, azotés, oxygénés et soufrés. Le chimiste analytique en vous va toujours avoir envie, là, une envie incessante, je pourrais même dire, là, je parle d'expérience, de vouloir caractériser chimiquement le bitume, parce que bon, c'est un mélange très complexe de plusieurs milliers de composés chimiques différents. Et somme toute, là, c'est sûr que ce serait très intéressant de connaître la composition chimique. Évidemment, je m'y suis déjà essayé, mais c'est tout à fait inutile parce que un bitume provient, c'est d'origine pétrolière. C'est un résidu de pétrole qui aurait été distillé. Donc, on va recueillir seulement la fraction très peu volatile qui va rester à la fin. Et la composition chimique va être très, très complexe et va varier selon la provenance du pétrole, peu importe d'où qu'il vient sur la planète. Donc, ça donne vraiment absolument rien de connaître dans le détail la composition chimique d'un bitume, parce qu'elle va toujours varier, ça va être trop complexe. Et ce qui est recherché dans un bitume, c'est vraiment ses propriétés structurelles et non pas sa composition chimique. C'est les propriétés structurelles du bitume et ou du granulat, donc la combinaison des deux qui va être recherchée, qui va être mise en œuvre là, pour répondre là, aux normes là, qui sont émises là, par le ministère des Transports, par exemple. Un petit rappel également, le bitume n'est pas du goudron. On a souvent tendance à mélanger les deux dans notre esprit. Le goudron, c'est un résidu de distillation du charbon et non pas du pétrole comme le bitume. Ça a un gros impact au niveau quand même de la composition chimique parce qu'on sait que dans le goudron, donc, quand ça provient de la distillation du charbon, il y a une très forte teneur en HAP, donc hydrocarbures aromatiques polycycliques, et ça va avoir une grosse incidence là, sur les effets à la santé. On parle de cancer ici parce qu'on sait que les HAP sont des composés cancérigènes là, pour plusieurs là, parmi la vaste collection là, de HAP qui existe. Donc, on parle dans le langage courant. Asphalte va signifier l'enrobé bitumineux. Enrobé bitumineux va être le vrai terme à utiliser là, dans l'industrie du pavage. Mais en français ou en anglais, on pourra aussi utiliser le terme asphalte pour désigner le bitume seulement. Donc, lorsqu'on va parler de fumée d'asphalte, on va parler de fumée de bitume. Les deux termes là, peuvent être utilisés là, dans un sens ou dans l'autre. On voit que les fumées d'asphalte sont nommées telles quelles dans différentes réglementations, notamment là, dans le RSST, fumée d'asphalte avec un numéro de casque. C'est comme si les fumées d'asphalte ou l'asphalte en tant que tel étaient un produit chimique unique. Bon, on sait que ce n'est pas le cas, mais quand même. Le CGIH va nommer asphalte ou encore bitume dans le nom, son appellation là, de contaminant. Je vous rappelle encore une fois qu'on va mettre de l'emphase sur le procédé de pavage aujourd'hui parce qu'on sait que l'asphalte ou les bitumes peuvent être utilisés aussi pour faire dans la construction de toitures, mais cet aspect-là n'est pas traité aujourd'hui dans la présentation. Un petit rappel ici, émission des fumées, quel est le principe? Donc, on a ici, au bas de l'écran, une source de chaleur qui va chauffer l'enrobé bitumineux, donc la substance grise avec les particules, le granulat à l'intérieur. Et lorsque ça s'est chauffé, tout près de la surface, la température de l'air va être très chaude. Donc, certains composés présents dans le bitume vont s'évaporer. Donc, on va avoir les vapeurs de ces composés-là dans l'air
chaud immédiatement au-dessus de la quantité de bitume qui est chauffée. Par la suite, au fur et à mesure que ces vapeurs-là vont s'éloigner de la source de chaleur, donc vont se retrouver mélangées à de l'air qui est beaucoup plus froid. Donc, il y aura une condensation partielle de ces vapeurs-là qui va résulter à des particules de très faible diamètre. Cependant, je dois dire que la condensation ne sera jamais complète. Donc, il va y avoir toujours des vapeurs de certains composés organiques qui vont continuer à être acheminés dans l'air en s'éloignant de la source de chaleur, mais aussi, évidemment, les fumées proprement dites, donc les particules qui ont résulté de la condensation. Ça rejoint ici la définition qu'a l'équipe du REPTOX de la CNESST, qui définit les fumées d'asphalte comme suit, c'est-à-dire que c'est un mélange de gaz, vapeur et particules provenant du chauffage d'un enrobé bitumineux. Donc, lorsqu'on va parler de fumée d'asphalte, à partir de maintenant, on va parler du mélange des vapeurs autant que des particules. On continue avec le procédé de pavage. Bon, différents postes à risque qu'on voit ici. Opérateur VTM, aide opérateur VTM. VTM tient pour véhicule de transfert de matériaux. Au niveau du pavage en tant que tel, on a le préposé au râteau, régleur de vis, opérateur de la paveuse, qui sont des postes de travail là, qui sont souvent ciblés pour l'évaluation des fumées d'asphalte chez les travailleurs. Effet à la santé. Donc, les fumées d'asphalte sont absorbées par inhalation ainsi que par la peau. Au niveau des effets aigus, on va parler surtout des irritations des muqueuses qui vont causer des problèmes comme la toux, enrouement, démangeaison, larmoiement, maux de tête également. Au niveau des effets suite à l'exposition répétée, donc on parle d'effets subaigus ou chroniques, on va parler de dermatite allergique de contact, photosensibilité, donc on parle d'une réaction cutanée qui va être exagérée en raison de l'absorption de fumée d'asphalte. On va parler d'asthme broncho-pneumomatique chronique obstrusive et également, sachez que les fumées d'asphalte originant du pavage ont été classées par le Centre de recherche international sur le cancer. On pourra une notation, en fait, 2B en 2013. Donc, les travailleurs québécois touchés. Donc, on parle au niveau de l'utilisation du bitume au Québec, la dizaine de millions de tonnes en 2009. À 5 dans l'enrobé, ça signifie qu'après, avec une dizaine de millions de tonnes, c'est 450 000 tonnes de bitume seulement qui est utilisé au Québec, toujours selon les données de 2009. Le ministère des Transports, un des plus gros donneurs d'ouvrages au Québec au niveau du pavage, utilise 4 millions de tonnes d'enrobé par an. Selon les données que nous avions, ici, produites par notre équipe de statistiques à l'IRSST, il y avait 3 000 travailleurs qui étaient susceptibles d'être exposés aux fumées d'asphalte au Québec. Les valeurs limites d'exposition, toujours basées sur 8 heures. Au niveau du RSST, on parle du 5 mg par mètre cube en poussière totale. Donc, c'est une mesure gravimétrique non spécifique. On va y revenir dans quelques instants. Ailleurs dans le monde, on a une panoplie de limites d'exposition, mais qui se ramènent souvent à la même chose, c'est-à-dire soit la mesure gravimétrique simple, donc on parle de valeurs entre 0,5 et 10 mg par mètre cube en poussière totale, ou encore, il y a aussi le TLV de la CGIH à 0,5 mg par mètre cube de matière soluble dans le benzène en fraction inhalable. Juste vous mentionner également que le TLV de la CGIH est basé sur des effets d'irritation aux yeux et aux voies respiratoires supérieures. À noter que, en lien avec la complexité du mélange des fumées d'asphalte dans l'air, donc on parle de centaines, voire des milliers de composés présents en simultané dans l'air en milieu de travail, on n'utilisera jamais un composé unique pour quantifier l'exposition. Ce serait beaucoup trop compliqué et on aurait tendance à essayer de quantifier un composé unique qui serait présent en très faible concentration. On s'entend que la contribution des effets à la santé d'un mélange de fumée d'asphalte provient de la contribution justement de centaines, voire même de milliers de composés en même temps dans l'air des lieux de travail. C'est pourquoi on va utiliser des indicateurs d'exposition, comme c'est bien décrit ici, que ce soit les poussières totales ou les matières solubles dans le benzène, on parle ici d'indicateurs d'exposition. Je parlais des 2 fractions qui sont collectées au niveau des particules échantillonnées dans l'air des lieux de travail. Donc, le poussière totale versus poussière inhalable. Bref rappel, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais quand même, on connaît les poussières totales qui sont prélevées par une cassette 37 mm avec un orifice de 4 mm à 1 à 2 litres par minute. Et les poussières inhalables, qui sont une convention par ISO, Comité européen de normalisation, ainsi que la CGIH. On voit ici par le graphique qui est tiré d'un autre rapport de l'IRSST que la fraction inhalable des particules correspond ici à la ligne rouge. Et on voit que plus la grosseur des particules augmente, donc on regarde l'axe des X qui s'en va vers la droite,
Plus la grosseur des particules augmente, plus la cassette 35 mm, ou autrement dit les poussières totales, va avoir tendance à prélever moins de particules par rapport aux fractions inhalables que les échantillonneurs de fractions inhalables vont avoir été conçus pour échantillonner. Donc, on pourrait se poser des questions à ce niveau-là. Bien, pourquoi utiliser un système par rapport à un autre? Il y a différentes raisons liées à ça, mais on n'entrera pas trop dans les détails. Je vais y revenir quand même dans quelques instants. Ce qui est important de retenir ici, c'est que lorsque le diamètre des particules est très petit, donc en bas de 10 micromètres, la fraction inhalable et la fraction totale va être quand même très semblable. Donc, on ne s'attendrait pas à des gros billets entre la collection de poussière inhalable et de poussière totale si la granulométrie des poussières en jeu est très petite. Comme mentionné tout à l'heure, lorsqu'on parle de fumée d'asphalte, on parle entre autres de particules qui proviennent d'une recondensation. Par définition, en hygiène industrielle, on sait qu'un processus de recondensation va générer des aérosols de très faible diamètre. Donc, probablement en bas, le plus souvent, en fait, en bas de 10 micromètres de diamètre, qui va avoir un impact là, sur la méthode qu'on va mettre de l'avant pour les fumées d'asphalte. Une petite révision dans le détail, c'est important de voir ça ensemble. On a les deux méthodes qui permettent de répondre à la norme du RSST, ainsi qu'au taux élevé de l'SCGIH. Donc, les deux méthodes sont des méthodes gravimétriques. Cependant, la méthode des matières solubles dans le benzène, qui est promulguée là, par l'SCGIH, va générer une extraction au solvant, qui va générer un résultat quand même un petit peu plus spécifique que l'analyse gravimétrique simple de l'échantillon qui est prévu là, par le RSST. N'empêche que le principe d'analyse est au final gravimétrique, qui génère quand même là, un résultat d'analyse qui va être réputé non spécifique là, par rapport à d'autres analyses chimiques qui vont cibler des composés précis. On se rapporte en 2011, lorsqu'il y avait eu une étude exploratoire pour comparer justement ces deux méthodes-là. Ce n'est pas une étude qui est exhaustive qui a été effectuée, juste pour avoir un premier jet de comparaison entre les deux méthodes qui a été fait là, par les équipes là, de santé au travail du réseau. Sans passer au travers chacun des résultats, j'attirerai votre attention sur l'encadré du haut. Donc, on peut comparer les résultats d'analyse gravimétrique en fraction totale versus la fraction inhalable. Et à droite, là, on a les matières solubles dans le benzène. Donc, on voit qu'en gravimétrie, pour l'encadré du haut, on avait deux résultats qui se rapprochaient quand même l'un de l'autre. Cependant, lorsqu'on faisait l'analyse de la composante organique, si on veut, donc ce qui était soluble dans le benzène, on voyait que le résultat était grosso modo 6 à 7 fois plus bas. Ce qui nous dit que, en fait, ce qui avait été collecté en partie sur le filtre lors de l'analyse gravimétrique simple était simplement des particules autres que des particules organiques là, originant des fumées d'asphalte. L'encadré du bas, on voit que pour un autre échantillon, la gravimétrie donnait un résultat en 3,7, résultat comme somme toute semblable en poussière inhalable, alors que les matières solubles dans le benzène étaient quand même le même intervalle de résultats. Donc, ce qui nous disait que pour cet échantillon-là, à l'inverse du précédent, tout ce qui avait été collecté sur le filtre correspondait probablement à des fumées d'asphalte. Donc, c'était quand même révélateur, mais on voit que d'un échantillon à un autre, on avait certaines informations qui pouvaient être jugées contradictoires, où ça laissait en fait la place à interprétation, surtout si on n'avait pas l'analyse des matières solubles dans le benzène qui nous permettait d'avoir une compréhension peut-être un peu plus complète là, de la situation, telle qu'elle était reflétée par ces résultats-là. Donc, au niveau des conclusions de cette étude exploratoire-là, les résultats obtenus étaient comparables aux études déjà publiées. Évidemment, les poussières totales sont souvent supérieures aux matières solubles dans le benzène. On a vu quand même un bon exemple dans la diapo précédente, même si ce n'était pas toujours le cas. Mais c'est normal. L'analyse des poussières totales va collecter toutes les poussières et vont être comptabilisées en tant que telles, puisque l'analyse est gravimétrique simple. Donc, n'importe quelle particule minérale en suspension dans l'air serait comptabilisée à ce moment-là comme des fumées d'asphalte. Au niveau des analyses un peu plus spécifiques, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dans les postes personnels, seul le phélanthène était au-dessus de la valeur minimale rapportée. Dans les postes fixes, par définition, postes fixes, on va aller un peu plus près
de la source d'exposition, donc on va avoir des résultats toujours plus élevés. Il y a quand même une série de HAP qui était au-dessus de la limite de quantification, mais somme toute, les niveaux étaient quand même assez bas et le HAP le plus toxique reconnu là, par le RSST était non décelé dans les échantillons. Là. Je parle ici, bien sûr, du benzoapyrène. Somme toute, la valeur limite était respectée, mais il y avait tout de même des symptômes qui étaient observés chez les travailleurs et ça semblait être inexplicable à ce moment-là. Ces résultats-là ont originé donc une revue de littérature qui a été effectuée sur l'exposition des fumées d'asphalte. Donc, on s'est aperçu que la plupart des études sur les fumées d'asphalte portaient sur les HAP, donc sur le cancer. Il y avait peu d'études sur les problèmes d'irritation et peu de données sur les autres composés chimiques. Évidemment, en augmentant la température du procédé, les augmentations augmentaient. Il y avait l'impact des additifs sur la composition des fumées d'asphalte qui a été très peu étudié. Et parfois, plus de la moitié des émissions des fumées d'asphalte étaient dans la phase vapeur. Donc, une manière d'illustrer ça ici, on voyait que dans un même échantillon d'air prélevé, on avait collecté à ce moment-là avec un filtre ici et un tube absorbant, et on voit que toute proportion gardée, il y avait 2 fois plus de composés en quantité, vraiment, dans la phase vapeur que dans la phase particulière. Ce qui nous a amené à pousser un petit peu plus loin sur les méthodes existantes pour l'évaluation, dis-je, des fumées d'asphalte. Et on s'est rendu compte que depuis 2000-2005, les nouvelles méthodes pour faire les fumées d'asphalte tiennent compte autant de la phase vapeur que de la phase particulière. Les chefs de file sont l'Allemagne, la France et un groupe américain, le Heritage Group. Dans le contexte québécois, depuis 2011, il y a un dossier qui est ouvert au niveau de la révision des normes pour la valeur pour les fumées d'asphalte. Et à ce moment-là, depuis 2011, en fait, pour parfaire notre compréhension de toute la situation, il y a des données du milieu de travail qui sont requises là, pour avoir un meilleur aperçu de la situation. L'objectif principal qui était de développer une méthode pour les fumées d'asphalte. Ce qu'on voulait faire plus précisément, c'était d'implanter une méthode déjà existante, déjà développée par l'INRS en France, la méthode 1-2-3, qui, entre-temps, est devenue la méthode Métropole M2, fumée de bitume. Résumé rapide de cette méthode-là, donc on utilise un filtre Teflon prépesé avec un tube absorbant. Donc le filtre va servir à collecter les particules en suspension dans l'air et les vapeurs vont passer tout droit, évidemment, à travers le filtre et vont être collectées par le tube absorbant par la suite. On utilise une cassette 37 mm ici, comme on voit sur l'image, parce que les fumées d'asphalte, la portion particulière étant de très faible diamètre, on sait que, et plusieurs études l'ont prouvé, que la fraction inhalable va donner exactement le même résultat que la fraction totale. Et la fraction totale est plus facile à utiliser par la clientèle au niveau de l'échantillonnage, plus facile à analyser par la suite aussi au laboratoire. Donc, on est allé avec ce type d'échantillonneur-là. Au niveau de l'analyse, on fait l'extraction avec du N-heptane. Le N-heptane a été sélectionné par une étude de l'INRS France qui a été publiée en 2015, qui a statué que l'heptane avait le même pouvoir d'extraction que le benzène. Donc, ça nous permettait d'avoir un bon historique là, par rapport aux matières solubles dans le benzène qui ont été utilisées beaucoup par le passé. Le tube et le fil sont analysés séparément par GC-FID et l'étalonnage se fait à partir de hexadécane, donc une longue molécule, une longue chaîne de carbone avec 16 carbones, hexadécane qu'on va appeler aussi C16. Le filtre de Teflon étant prépesé, le résultat est comparable à la VMP du RSST actuel, qui est de 5 mg par mètre cube. Rapidement, ici, on peut constater la ligne rouge qui s'ajoute présentement à l'écran. En fait, le but de la méthode va être d'aller chercher tous les composés. On peut voir la présence ici de chaque pic, chaque ligne verticale constitue au minimum en un composé. Donc, on ne peut pas les quantifier un par un. Donc, on va sélectionner la surface complète des pics chromatographiques comme ça. Donc, tout ce qui est au-dessus de la ligne rouge, pour déterminer là, la quantité de fumée d'asphalte qu'il y a dans les échantillons. Donc, quelques données ici sur les performances de la méthode. Les avantages de cette méthode-là, c'est facile d'utilisation au terrain autant au laboratoire. On va quantifier les particules autant que les vapeurs. L'extraction d'heptane, j'en ai déjà parlé, c'est un avantage parce qu'on n'a plus à utiliser le benzène, mais ça a une extraction équivalente. Le facteur de réponse du C16, l'hexadécane, a un facteur de réponse à un mélange de bitume qui avait été déjà caractérisé. Donc, c'est vraiment un instrument, un composé de choix là, pour quantifier des bitumes. C'est vraiment représentatif de la concentration réelle de bitume qui est présente dans l'air. Et on va quantifier là, de l'octane jusqu'au
C30. Les résultats générés par cette méthode-là sont équivalents aussi à la méthode allemande, ce qui fait en sorte qu'avec le Québec, la France et l'Allemagne, on a potentiellement un bon bassin d'échantillonnage possible pour comparer des résultats ensemble. Des avantages, il n'y a aucune valeur d'admission admissible pour les fumées d'asphalte avec cette méthode-là pour l'instant. C'est quand même quelque chose de majeur. Et la réponse non spécifique du détecteur EFID ne permet pas d'identifier un par un les composés présents. Juste vous mentionner que le rapport généré par le laboratoire ne mentionnera pas des fumées d'asphalte, donc ne mentionnera pas un résultat d'analyse de fumée d'asphalte. On va plutôt mentionner la matière organique totale, pour la simple et bonne raison que l'analyse n'est pas spécifique et l'appareil est étalonné en C16, donc on ne peut pas mentionner sur un rapport d'analyse que c'est des fumées d'asphalte. On ne sera jamais sûr à 100 %. C'est pour ça que le résultat va toujours être émis en matière organique totale, mais somme toute ventilé là, en fraction vapeur et en fraction aérosol. Il y a sur une intervention qui a été faite en 2014 avec cette méthode-là. Juste mentionner qu'au niveau gravimétrique, on voit qu'à un des postes ici, on avait 2,9 mg par mètre cube. L'équivalent sur la cassette, on avait 1,8 mg par mètre cube. Donc, en théorie, lorsqu'on regarde seulement la fraction particulière, la portion organique de ce résultat-là était un petit peu plus que la moitié que ce qui avait été vu au total sur l'analyse gravimétrique simple. Si on ajoute à ça la portion vapeur qui avait été collectée avec le même train d'échantillonnage, c'est vraiment le même échantillon, donc qui était à 3,1 mg par mètre cube, on arrive à un total de 4,9. Donc, matière organique totale, 4,9 mg par mètre cube, comparé à ce que le filtre avait collecté à l'analyse gravimétrique à 2,9. Donc, on voyait qu'à 2,9 mg par mètre cube, en gravimétrie simple, il y avait une partie de l'exposition qui était invisible aux gens qui mesurent l'exposition. J'attire votre attention aussi juste à voir que lorsque les résultats sont quand même un peu plus élevés, donc au-dessus de la VMR, autant pour le filtre que pour le tube, on se retrouve là à une quantité relative de vapeur dans l'échantillon qui est toujours autour de 50 %. Donc, au niveau des postes personnels, c'est un bref aperçu des résultats. Ça ne veut pas dire grand-chose à ce stade-ci. Le nombre d'échantillons est vraiment trop bas. On voyait que, au niveau des postes personnels, ce qu'on avait plus d'un d'échantillons, ça variait là, entre 1 et 2,5 mg par mètre cube au niveau de la matière organique totale. Juste attirer votre attention ici sur le fait que le filtre qui va collecter les particules et le tube va collecter les vapeurs. Il y aura toujours un chevauchement. Ça ne sera jamais clairement défini à savoir quelles molécules vont être sous forme vapeur, quelles molécules vont être sous forme particulière, parce qu'on est dans le monde ici des semi-volatiles et selon les conditions ambiantes, il y aura des composés qui parfois vont se retrouver dans la phase particulière, parfois dans la phase vapeur seulement, ou parfois un peu dans les deux, là, comme on peut voir ici, le chevauchement entre C14 et C20. Donc, en conclusion, la méthode implantée est facile d'utilisation, va donner une meilleure représentation de l'exposition des travailleurs obtenus là, par les mesures effectuées. Et cette méthode-là a sûrement le potentiel là, de devenir un indicateur d'exposition pour les fumées d'asphalte. La suite en fait des choses, normalisation possible avec la France et l'Allemagne. Il y aurait potentiellement des campagnes d'évaluation à venir au Québec et il y a un projet de recherche qui est en cours pour aller chercher un peu plus d'informations sur l'utilisation des additifs et ce que ça peut avoir comme effet sur l'exposition en milieu de travail.